Bienvenue à tous, bienvenue à cette 15e édition donc, des ANED. Je suis Mathilde et je serai l'animatrice de cette conférence qui touche au thème du Covid-19 et de son impact sur le réchauffement climatique. Ainsi, sans plus tarder et avec sa grande fierté que je vous présente notre conférencier du jour, Monsieur Christian Depertuis. Il est professeur à l'université Paris-Dauphine. Il a dirigé la mission climat de la Caisse des dépôts, puis a fondé la chaire économie du climat à l'université Paris-Dauphine. Il a également conduit différentes missions pour les pouvoirs publics, dont la présidence du Comité pour la fiscalité écologique, à l'origine de l'introduction d'une taxe carbone en France. Il est également l'auteur d'une dizaine d'ouvrages, dont le dernier de chez Buck Supérieur, qui s'intitule Covid-19 et réchauffement climatique, qui est en vente actuellement et les fonds sont reversés à la Croix-Rouge belge. C'est pour nous un honneur évidemment de le recevoir aujourd'hui. Monsieur Depertuis, c'est à vous. Merci Mathilde, bonjour à tous, je suis absolument ravi d'être avec vous, un peu désolé d'être à distance, mais on n'a pas le choix. Vous savez que moi, la question du changement climatique est vraiment beaucoup une question intergénérationnelle et je pense que ce qui se passe dans le mouvement de la jeunesse est très important. Et fondamentalement, je crois que cette articulation du calendrier du changement climatique est très important et je vais vous donner une simple illustration très personnelle. J'ai eu la chance d'avoir une petite fille qui est née juste avant le confinement au mois d'octobre, donc j'ai pu juste l'avoir avant qu'on soit confiné. Bon. Violette, parce qu'elle s'appelle Violette, aura 30 ans en 2050. Pour l'essentiel, le climat que Violette connaîtra en 2050 est déjà conditionné par tout le stock de gaz à effet de serre que nous avons envoyé dans l'atmosphère. Mais pourtant, il y a urgence, parce que si nous n'accélérons pas dès maintenant, dès aujourd'hui, l'action face au changement climatique, lorsque Violette aura mon âge, c'est-à-dire un peu plus loin dans le 21e siècle, là, le climat qu'elle connaîtra sera fondamentalement différent suivant qu'on aura mené une action vigoureuse pour contrer le réchauffement climatique. Donc c'est vraiment cette question de la temporalité qui est très importante. Et c'est l'une des premières questions que je me suis posée au moment d'écrire ce bouquin. Pourquoi est-ce que j'ai écrit ce bouquin Covid-19 et le réchauffement climatique? Tout simplement parce que, comme plusieurs centaines de millions, voire plusieurs milliards d'habitants de cette planète, je me suis retrouvé confiné. On m'a expliqué que ma meilleure utilité sociale, c'était de rentrer dans mon chez-moi. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que tu peux faire d'utile? Je vais essayer d'écrire un bouquin. En plus, ça va m'occuper. Donc, j'ai écrit ce livre. Et la première chose qui m'a frappé, c'est en écoutant un peu les propos des uns et des autres, en lisant notamment la lecture du Monde, sur le monde de demain, etc., beaucoup de gens faisaient la comparaison entre le virus, le coronavirus, le Covid-19, et puis le CO2. Et donc, la première question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qui ressemble et qu'est-ce qui différencie Covid-19 du CO2? Et au fond, je pense qu'on a affaire à des faux jumeaux. On a affaire à des faux jumeaux avec des choses qui rapprochent beaucoup ces deux êtres, le virus et le CO2. Ce qui les rapproche beaucoup, d'abord, c'est que dans les deux cas, on voit bien que ce sont des destructeurs de ce qu'on appelle des biens communs, la santé publique d'un côté, le système climatique de l'autre. Et si on veut être efficace dans la lutte contre le Covid, il faut trouver les moyens que tout le monde agisse dans le même sens. Vous voyez bien que si vous ne respectez pas aujourd'hui les règles du confinement, vous mettez peut-être un tout petit peu en jeu votre santé, mais surtout vous risquez de propager le mal autour de vous. Même chose pour le climat. Si dans l'action climatique, seule une partie des acteurs se mobilisent pour baisser les émissions de gaz à effet de serre, eh bien, ça ne sera pas suffisant. Donc, on a le risque de passagers clandestins dans les deux cas. Ça, c'est un premier point qui rapproche les deux êtres, Covid-19 et CO2. Le deuxième, c'est le rôle d'alerte de la science. Vous voyez bien que sur le réchauffement climatique, ce sont les scientifiques du GIEC qui ont alerté la société sur le risque climatique. Même chose sur la pandémie. Et si on n'est pas capable d'écouter les diagnostics de la science, qui ne sont pas toujours totalement consensuels, du reste, on ne pourra pas mener d'action efficace. Donc là, on a vraiment deux ressemblances très fortes qui pourraient faire penser que CO2
et Covid-19 sont des vrais jumeaux, mais ce ne sont pas tout à fait des vrais jumeaux car il y a deux grandes différences. La première, c'est que le CO2, c'est entièrement une production humaine. C'est nous qui décidons par les comportements que nous avons, notamment les choix en matière d'utilisation d'énergie, la quantité de CO2 que nous envoyons chaque année dans l'atmosphère. Le virus, lui, n'est pas une création humaine, ça fait partie de ces milliards d'êtres microscopiques qui circulent dans le milieu naturel et qui se sont transmis à l'homme pour des raisons dont on parlera un peu tout à l'heure. Donc, cette différence me paraît très importante. Laissez le slide précédent, je n'ai pas tout fait terminer, puisque vous voyez bien que pour le Covid, il faut chercher un vaccin. Il y a beaucoup de moyens qu'il faut chercher. Il n'y a pas de vaccin contre le CO2. C'est nous, l'agent pathogène du changement climatique. Donc, s'il fallait vacciner, il faudrait nous immuniser contre nous-mêmes. C'est probablement plus difficile que de s'immuniser contre un microbe. Le dernier point, c'est ce que j'indiquais tout à l'heure, c'est la temporalité de la menace. Vous voyez bien que dans la lutte contre une pandémie, chaque jour compte pour le changement et le délai entre le moment où on met en place une action et où on commence à voir les résultats, c'est 15 jours à peu près, 2 semaines. Sur le changement climatique, si on réduit massivement les émissions de gaz à effet de serre, on commencera à voir les effets sur le climat dans 2 ou 3 décennies. Donc on est sur des temporalités très différentes. Alors, ensuite, je me suis posé la question, qu'est-ce qui se passe quand on met à l'arrêt une économie? Et je crois que, puisqu'on revient dans le confinement, passez-moi le deuxième slide s'il vous plaît, c'est important de comprendre exactement l'enchaînement de ce qui se passe en matière économique et en matière environnementale. En réalité, la récession que le monde connaît et que l'Europe connaît à la suite de la pandémie est inédite en temps de paix. Vous l'avez en bas sur le graphique à gauche. Vous voyez que les dernières prévisions du FMI qui étaient publiées juste au début de l'été, vous avez en rouge les différentes récessions qui ont frappé la France depuis 1960, je crois. Mais si vous reculez plus dans le temps, vous ferez pareil. C'est inédit par son ampleur. Mais plus que par l'ampleur, ce qui est intéressant pour l'économiste, c'est d'essayer d'analyser les mécanismes qui sont à l'œuvre, et ces mécanismes sont tout à fait différents d'une récession classique. Les récessions classiques arrivent habituellement parce qu'il y a des déséquilibres économiques qu'il faut corriger. Par exemple, celle de 2009, il y avait un surendettement avec les subprimes, c'est tout, il a fallu corriger ça. Bon, là, c'est très différent. Les pouvoirs publics mettent à l'arrêt l'économie par un mécanisme de double rationnement. Du côté de l'offre, on rationne la main-d'œuvre puisqu'on empêche une partie de la population active d'aller au travail. Donc, on a un rationnement de l'offre qui va être très différent suivant les secteurs. Lorsqu'on est dans le transport aérien, par exemple, ou dans le tourisme, le rationnement est très fort. Lorsqu'on est dans l'enseignement, on a des succès d'année de présentiel qui sont des cours à distance. Dans le système énergétique, ce qu'on a constaté, c'est que les impacts sont assez différents suivant qu'on est sur des sources fossiles ou des sources renouvelables, parce que le soleil ne s'arrête pas d'arriver, les rayons solaires ne cessent pas d'arriver sur la planète. Avec le Covid, c'est plus compliqué d'aller chercher parfois des sources fossiles. Donc ça, c'est du côté de l'offre. Et puis, ce rationnement de l'offre peut avoir des impacts tout à fait invraisemblables pour l'économiste classique. Du côté de la demande, même chose. Vous voyez le débat à l'heure actuelle en France sur faut-il ou non rouvrir les petits commerces, puisque au même moment où on empêche une partie de la force de travail d'aller produire, on empêche les ménages d'aller sur les lieux classiques de consommation pour les biens non essentiels et donc de se procurer des biens et encore plus des services qui exigent du contact. Et donc, ce rationnement de la demande a deux implications économiques très importantes. La première, c'est qu'on crée une énorme épargne involontaire pour tous les ménages qui ne verront pas réduire leurs revenus, mais qui sont empêchés d'aller consommer. Deuxième impact qui m'a beaucoup impressionné pendant le premier confinement, c'est qu'on a vu apparaître des prix du pétrole négatifs. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on avait un rationnement de la demande de pétrole et que comme on n'avait pas suffisamment rationné vite l'offre, on payait des clients pour évacuer le pétrole qu'on avait en grande quantité. Et je pense que ce prix du pétrole négatif est un signal avant-coureur de ce qui va se passer sur l'économie du pétrole dans les 10 à 15 prochaines années, à savoir un vaste pic de
de surplus de pétrole dû à l'insuffisance de la demande et des actifs échoués dans le système pétrolier. Les impacts environnementaux, on a tous vu que lorsque on confine sévèrement, eh bien, on met à l'arrêt l'économie, mais on met aussi à l'arrêt les pollutions locales, le ciel est nettoyé. Ça a des côtés sympas, vous voyez la place du Palais Royal hein, le 22 septembre dernier. La nature revient dans les villes, mais sur les émissions de gaz à effet de serre, il y a un effet majeur, hein, c'est que alors, on ne voit pas le CO2. Hein. Le CO2, ce n'est pas comme les microparticules, là où les pollueurs locaux, on ne le voit pas, on ne le discerne même pas sur les photos satellites, mais on peut le calculer. L'estimation de l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, c'est qu'en 2020, les émissions mondiales de CO2 pourraient baisser de 8%. Moi, je fais des calculs, je vais trouver entre moins 3 et moins 14%. Je pense qu'on sera plutôt vers les moins 10, moins 12%. Mais dans les deux cas, ce qu'il faut retenir, c'est que ce que les politiques climatiques n'ont jamais réussi à faire, le Covid-19 l'a fait en 2 mois, hein, on a mis à l'arrêt les émissions de gaz à effet de serre qui vont baisser en 2020 comme jamais elles n'ont baissé depuis le début du XXe siècle. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, évidemment, cette baisse à très court terme n'est pas une solution, ou alors il faudrait confiner pendant 20 ans, 30 ans, ça n'a aucun sens. Hein. En revanche, il y a peut-être d'autres méthodes de rationnement différentes hein, en termes économiques. Par exemple, des mécanismes de type cap and trade sont aussi des mécanismes de rationnement. Ce que je voulais vous dire sur l'évolution des émissions, c'est que à première vue, lorsqu'on regarde l'évolution des émissions de CO2 liées à l'énergie et à l'industrie, c'est la courbe en bleu. Vous voyez que depuis 1900, chaque fois qu'il y a eu vraiment un coup d'arrêt dans les émissions, ça a été par des chocs extérieurs. La crise de 29, le choc pétrolier, la dislocation du RSS, la crise financière de 2009. Et le Covid va nous ramener à quelque part entre 30 et 35, plutôt plus proche de 30 que de 35 gigatonnes. C'est un choc considérable. Est-ce que on va repartir après ce choc dans un business as usual, comme est-ce qu'on va oublier rapidement les effets de la pandémie? Est-ce qu'on va repartir comme ça semble être le cas dans le passé? Dans l'ouvrage, j'essaie d'analyser les différents leviers et mon hypothèse, mon affirmation, c'est que je ne pense pas qu'on va redémarrer la croissance des émissions mondiales de CO2 comme avant et que la façon dont les sociétés ont réagi hein, au Covid-19 anticipe des changements beaucoup plus structurels. Et moi, je n'ai pas essayé d'inventer un monde d'après en l'imaginant, si vous voulez, ou en le souhaitant. Je pense que les écrivains font beaucoup mieux ça que nous. Dans la conclusion, j'en cite 2. L'un qui a écrit un roman pour adolescents de l'après-changement climatique, l'autre qui a écrit un roman sur l'après-pandémie. Moi, j'ai regardé dans les ajustements qui s'opéraient à court terme, qu'est-ce qui est porteur de changements structurels. Et c'est la dernière slide que je voudrais discuter avec vous sur les accélérateurs du changement structurel propulsés par la pandémie. Et en aucun cas n'imaginer que je me réjouis de cette pandémie. Bien évidemment, cette pandémie est quelque chose d'épouvantable. C'est une catastrophe sanitaire mondiale. Mais l'histoire nous a montré que des catastrophes pouvaient rejaillir parfois des mécanismes nouveaux. Un vieux proverbe français nous dit un mal pour un bien. Moi, je pense que la Covid-19 peut devenir un mal pour un bien sous l'angle de l'action climatique avec 5 accélérateurs. Les 2 premiers sont plus macro. Il me paraît clair que s'il y avait encore beaucoup de partisans de l'ultralibéralisme de la mondialisation d'hier, le choc de la pandémie montre bien que par rapport à ces nouveaux risques globaux, qu'ils soient sanitaires, qu'ils soient climatiques, il faut plus d'intervention publique, plus de régulation, et il faut soumettre les mécanismes de marché à des contraintes importantes, des régulations importantes qui les encadrent et qui les obligent à fonctionner en fonction d'une meilleure résilience par rapport aux risques globaux. Ça, c'est le premier point.
Le deuxième point, c'est qu'on le voit très bien dans le débat à l'heure actuelle sur le e-commerce et le numérique. L'un des effets les plus directs de la pandémie, c'est d'accélérer la bascule vers le capitalisme numérique que j'appelle le capitalisme viral. L'expression n'est pas de moi, elle est de Yves Citon, qui est un prof de littérature, donc il a plus d'imagination qu'un prof d'économie. Je trouve cette formule, le capitalisme viral, extrêmement appropriée parce que le virus, dans le monde numérique, il a une double propriété. On a tous la trouille que le virus mettre à plat notre ordinateur et casse notre système. S'il y avait un virus qui nous empêchait en plein milieu de la conférence, ça serait quand même embêtant. Mais en même temps, on a tous envie que notre vidéo devienne virale. On a tous envie que le dernier message qu'on envoie soit reproduit des milliers, des millions de fois. Et c'est cette viralité qui démultiplie l'information sur les réseaux à la vitesse d'un virus qui fait la fortune des GAFAM, des grands opérateurs numériques, car le capitalisme viral, sa matière première, c'est l'information, et son énergie, ce n'est plus l'énergie fossile, c'est l'électron. Et donc je pense que cette bascule vers le capitalisme viral va accélérer la transition énergétique, au moins sous deux angles: la substitution, car le capitalisme viral n'investit plus dans les fossiles, il investit dans l'électron et de préférence dans l'électron vert. Le deuxième point, c'est l'efficacité énergétique, car le capitalisme viral est un capitalisme de réseau qui adore le smart city, le smart grid, l'efficacité des réseaux pour le numérique, mais aussi pour l'énergie. Et en revanche, le capitalisme viral reste un horrible capitalisme consumériste et il est incapable de nous mettre la voie sur le troisième pilier de la transition énergétique, qui est la sobriété énergétique. C'est la raison pour laquelle ce capitalisme viral a besoin d'être très fortement régulé sous l'angle énergétique, mais aussi sous l'angle social, puisque le capitalisme viral est un formidable vecteur d'exclusion ou d'aggravation des inégalités sociales, notamment en termes d'inégalités sur les patrimoines et également en termes d'inégalités dans l'accès à l'information. Donc voilà, si vous voulez, pour les deux premiers points. Ensuite, je vois trois autres accélérateurs structurels. Il y en a deux qui concernent la mobilité, mobilité des personnes et mobilité des biens. Je n'insiste pas trop là-dessus parce que c'est assez connu. La mobilité des biens, pendant le Covid, on s'est rendu compte qu'on n'était plus capable de produire du Doliprane, ou des gants chirurgicaux, enfin des biens basiques, si vous voulez. Bon, parce qu'on avait tellement sophistiqué et spécialisé les chaînes de valeur internationale qu'on ne peut plus rien faire chez soi. Bon, je pense qu'il est clair que la Covid-19 va non pas démondialiser l'économie, mais recréer des forces pour donner plus de valeur à la résilience qui est basée sur la proximité et la complétude des chaînes d'approvisionnement locales. Le deuxième point, c'est les mobilités des personnes. Je pense qu'il faudra beaucoup de temps et même probablement jamais on ne reviendra à la croissance, par exemple, du trafic aérien sous forme de business travel. Bon, les conférences académiques internationales sont une forme de business travel. Moi, il m'est arrivé, je le confesse, de faire plusieurs dizaines de milliers de kilomètres pour aller causer 20 minutes de l'autre côté du monde. C'est peut-être pas très rationnel tout ça. Voilà. Bon, ça, c'est des choses connues. Je voudrais insister peut-être et terminer là-dessus, puisque j'ai cru comprendre que votre journée, c'était l'océan. Je ne sais pas pourquoi vous m'avez invité du reste de la journée sur l'océan, mais enfin bon, c'est pas moi qui organise. Et donc, mais il y a un rapport très important entre l'océan et le changement climatique. C'est que l'océan, c'est le premier puits de carbone. On stocke beaucoup plus de CO2 dans l'océan qu'on en stocke sur la biosphère. Et donc, je crois que le cinquième accélérateur du changement structurel, c'est que la Covid-19 nous remet en cause le rapport que nous avons au vivant, pour une raison très simple qui a encore été très fortement illustrée par le dernier rapport de l'IPBES, le GIEC de la biodiversité. Les chercheurs du Muséum d'histoire naturelle, des maladies épidémiologistes nous disent tous que le risque de développement des nouvelles pandémies, des maladies infectieuses est terriblement accru par la façon dont nous traitons le milieu naturel.
par la façon dont nous détruisons la biodiversité, notamment la biodiversité sauvage, par la façon dont nous commerçons avec des espèces dites sauvages qui normalement seraient protégées. Je rappelle que le pangolin, qui a sans doute été le vecteur intermédiaire entre les chauves-souris et l'homme, est une espèce dont le commerce est normalement prohibé par une convention internationale qui a été signée et ratifiée et par la Chine et par la plupart des pays africains, ce qui n'empêche pas un commerce incroyable de rattacher les deux continents, et par la façon dont on rapproche les hommes des virus avec des formes d'élevage tout à fait dangereuses, notamment chaque fois que l'on pratique des élevages intensifs à proximité de ces virus. Et donc, il me semble que le dernier facteur d'accélération des changements structurels, c'est celui qui met en cause notre rapport au vivant, parce que lui, il ne touche pas, il ne concerne pas la vitesse de propagation du virus, hein, la mobilité des hommes, la mobilité des marchandises, le capitalisme numérique, la substitution de la mobilité de l'information à la mobilité, mais tout ça, ça concerne la rapidité de la diffusion du virus une fois qu'il est déjà chez l'homme. Le rapport au vivant, lui, ça concerne le risque d'apparition du virus. Donc, en agissant sur une meilleure protection de la biodiversité, en particulier par de l'agroécologie à grande échelle, puisque on sait que l'un des grands problèmes de la perte de la biodiversité terrestre, c'est l'extension de systèmes agricoles qui sont mal calibrés sur le milieu naturel. Donc, c'est bien en agissant sur ces causes du virus qu'on va réduire le risque de la pandémie. Et donc, ce rapport au vivant, je pense que c'est probablement, à terme, la transformation la plus complexe à opérer dans nos sociétés. La transition énergétique, telle qu'on la connaît, si vous voulez, c'est assez simple à modéliser. Il y a trois produits, le charbon, le pétrole et le gaz, qui composent un peu plus de 80% des sources d'énergie depuis 1970. Et notre système énergétique a vécu dans une logique d'accumulation. Hein, on ajoute les sources les unes aux autres et on n'en enlève jamais. Du coup, on émet à peu près 37 millions de gigatonnes de CO2 d'origine énergétique par an. La transition énergétique, j'en ai encore pour 2 minutes, ça consiste à sortir le plus rapidement possible ces trois produits du système énergétique. Et les économistes disposent d'outils assez puissants pour accélérer cette transition qui a déjà commencé, hein, puisque les renouvelables sont devenus compétitifs par rapport aux fossiles de plus en plus souvent. C'est de tarifer le carbone pour accroître le coût d'utilisation des énergies fossiles, hein, et pour faire en sorte qu'on n'ait pas trop d'actifs échoués demain et qu'on reconvertisse très vite ces saisons. On sait comment il faut faire, on ne le fait pas, mais il y a des tas de méthodes pour le faire. Le rapport au vivant, c'est beaucoup plus compliqué parce que là, on touche à l'incroyable complexité de notre environnement naturel. Une espèce n'a pas une valeur en elle-même. Une espèce, si vous me demandez quelle est la valeur du pangolin ou quelle est la valeur du panda, je ne peux pas vous dire, parce que la valeur de chaque espèce, des virus, dépend de ce jeu d'interaction très complexe. Et donc, permettez-moi de terminer par juste une image qui va rattacher la conférence sur le changement climatique que vous écoutez maintenant à l'océan. C'est la loutre de mer que vous voyez apparaître, hein, en bas à gauche du diagramme. Hein, vous voyez ces deux petits animaux très mignons. Voilà, merci hein, de l'expliquer. Hein. C'est de loutre, hein, la maman et la petite, je pense. Bon, la loutre de mer est le plus petit mammifère marin. Il a très peu de graisse hein, pour le défendre contre le froid. Donc, contrairement aux baleines, on ne l'a pas chassé pour récupérer de la graisse, mais il a la densité, il n'a pas de chance, il a la densité de poils la plus forte au monde, et donc on l'a chassé pour aller chercher ses poils et en faire des manteaux et des vêtements. Et donc la loutre de mer a été l'une des premières espèces mammifères en voie de disparition. C'était à l'origine d'un des premiers traités internationaux. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est le mécanisme environnemental qu'il y a derrière. Lorsque la loutre de mer disparaît, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les proies de la loutre de mer prolifèrent. Et parmi ces proies, l'essentiel de l'alimentation de la loutre de mer, c'est des oursins. Et quand les oursins prolifèrent, eh bien, il faut qu'ils se nourrissent. Et qu'est-ce qu'ils mangent?
des algues. Et notamment, ils font disparaître les immenses forêts d'algues sous-marines qui sont dans les fonds marins à proximité des côtes. Or, ces algues sont l'un des leviers les plus importants pour que l'océan stocke du CO2. Et donc, en chassant la loutre de mer, on fait proliférer les oursins et on détruit, on altère la capacité de l'océan à absorber et à stocker du CO2. C'est-à-dire, c'est un peu loin de nos préoccupations, pas tellement, puisque la Colombie-Britannique a réussi à réintroduire assez largement la loutre de mer et on estime aujourd'hui qu'un peu plus de 10% des émissions de la province, qui est située à l'est du Canada, est maintenant absorbée par l'océan grâce à la réintroduction de la loutre de mer. Donc vous voyez combien ce rapport au vivant, il est fondamental pour lutter contre les virus et pour lutter contre les risques de multiplication des pandémies d'origine du monde animal, mais aussi cette restauration de la biodiversité, cet investissement massif qu'il faut que nous fassions demain pour restaurer la biodiversité, est l'une des conditions pour arriver à la neutralité carbone, car la restauration de la biodiversité, c'est l'arme la plus efficace pour reconstituer à moyen et long terme la capacité du puits de carbone naturel à stocker le CO2 de l'atmosphère. Et si on n'arrive pas à faire cette deuxième révolution de type agroécologique, on n'arrivera jamais à la neutralité carbone. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup pour cette intervention qui nous a bien éclairé. Je vous propose de passer maintenant aux questions. Alors, première question, que pensez-vous des tests Pensez-vous que le Covid puisse avoir un effet sur le volontarisme des pays participants aux prochaines COP? Alors, pour faire court, bon, d'abord, les COP ont été mis en veilleuse par le Covid-19, puisque la COP qui devait se tenir à Glasgow cette année se tiendra l'année prochaine. Personnellement, je regrette totalement qu'on ait reporté d'un an cette COP de Glasgow, parce que je pense que, comme urgence climatique, ce n'est pas très utile de reporter des COP. Ceci étant dit, pour l'essentiel, ce qui va se produire d'ici décembre 2021, qui sera la COP de Glasgow, va se jouer beaucoup en fonction du dépouillement des bulletins de vote qui s'opèrent en ce moment encore, je crois, quelque part entre la Pennsylvanie, le Wisconsin, la Caroline du Nord, enfin, tout ça va beaucoup dépendre des élections américaines. Si nous avions 4 ans de Trump, la dynamique de la négociation internationale restera limitée. Si nous avons une alternative aux États-Unis, cette dynamique pourrait être plus forte. Mais en l'absence d'une dynamique des COP, on peut parfaitement accroître l'ambition des politiques climatiques. C'est ce que fait l'Europe. L'Europe est en train de basculer d'un objectif de moins 40% pour l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 90 à moins 55, peut-être même un peu plus. Et la discussion est en cours et elle est facilitée par le Covid-21 parce qu'on voit bien que ce que nous montre aussi le virus, c'est qu'un objectif de moins 40%, non seulement n'est pas du tout dans les clous pour viser la neutralité carbone, mais il est même plus tellement contraignant, voyez-vous. Et donc, c'est la conclusion de mon chapitre 4, si je me souviens bien. Pour moi, le point le plus important sur l'évolution des émissions de gaz à effet de serre en 2020, c'est qu'elle montre qu'il faut absolument rapidement réévaluer les objectifs climatiques, pas uniquement à l'horizon 2050, mais à l'horizon 2030. Parce que les effets d'annonce, comme par exemple celui du président chinois Xi Jinping sur la neutralité carbone en 2060, tant qu'on n'a pas rétro-pédalé pour un objectif en 2030, ça n'a pas beaucoup de côté contraignant. Merci. Une autre question. Vous avez travaillé sur le mécanisme de taxe carbone. Pensez-vous encore qu'il est possible de mettre en place une telle mesure?
et encore plus dans une économie post-Covid? Alors, non seulement je pense que c'est possible, mais je pense que c'est ce qu'on est en train de faire. Simplement, on n'est pas en train de le faire au niveau français, on est en train de le faire au niveau européen. Alors, sans rentrer dans les détails techniques, hein, parce que là, ce n'est pas 5 minutes qu'il faut. En gros, la tarification carbone, le gros problème politique à gérer, c'est les impacts redistributifs. Pourquoi est-ce que le mécanisme de la taxe carbone en France a explosé? Parce qu'on n'a pas su gérer les impacts distributifs et le gouvernement a été à peu près totalement sourd à tous les avertissements que lui avaient faits les experts dont j'ai fait partie une époque, hein, puisque moi, dans le rapport que j'avais rendu, j'avais expliqué qu'il fallait redistribuer 30% du produit de la taxe carbone vers les baroches. Ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que, bon, avec d'ici la fin du quinquennat en France, c'est mort, hein, c'est clair. On a fait tout pour reporter le truc, avec d'un côté les grands débats, la Convention citoyenne qui botte en touche. Donc, on n'aura pas de taxe carbone d'ici la fin du quinquennat, c'est programmé. Il se passe quelque chose de très important au niveau européen. C'est l'avancée sur deux points. D'une part, une extension de la couverture, hein, du système d'échange de quotas de CO2, hein, qui va probablement s'élargir et qui pourrait même s'élargir jusqu'à l'ensemble des émissions liées aux énergies fossiles. En tout cas, c'est ce que je préconise. Et puis, la taxe carbone aux frontières. Taxe carbone aux frontières qu'on n'appelle pas taxe carbone parce que ça ne fait pas très élégant de parler de taxe carbone, donc on préfère parler de mécanisme d'ajustement. Enfin, il faut vraiment le vouloir pour ne pas comprendre. Bon, ce mécanisme aux frontières est peut-être important s'il s'inscrit désormais dans une nouvelle logique européenne. Cette nouvelle logique européenne, ce serait de subordonner la liberté du commerce aux normes climatiques. Et donc, de dire que on n'importe pas n'importe quel produit à n'importe quelle condition climatique. Hein. On renchérit on lutte contre le dumping climatique. Alors, ce point est très important. Pour fonctionner correctement, il faut que cette action de l'Europe, hein, c'est préconisé dans le chapitre 5, hein, si je me souviens bien, s'accompagne à mes yeux d'un message très clair vis-à-vis des pays moins avancés. Parce que les pays moins avancés, les pays émergents, eux, ils vont voir le côté protectionniste de la chose. Donc, il faut que ce message soit très clair et qu'il s'accompagne d'une politique beaucoup plus ambitieuse de l'Union européenne et des pays qui la composent, dont la France évidemment, hein, pour accroître la solidarité vers les pays les moins avancés, notamment les pays africains et ceux au sud du Sahara, qui sont les plus affectés, non pas directement par l'épidémie, mais par les conséquences économiques de l'épidémie. Hein, et il y a une urgence à traiter cette question, notamment sous l'angle financier, puisqu'on a fait un moratoire sur la dette publique africaine, mais le moratoire, il court jusqu'à décembre de l'année. Et en janvier prochain, le problème va se reposer. Donc, on sait qu'on ne pourra pas payer les dettes publiques chez nous, mais les pays africains pourront encore moins les payer. Merci. Question suivante. Peut-on faire quelque chose sans les États-Unis et sans la Chine? On peut toujours faire quelque chose. Hein. Je pense que l'Assemblée, comment elle s'appelle votre association, les étudiants pour le développement durable et la sobriété énergétique, je ne sais pas comment vous appelez, hein, vous pouvez parfaitement faire quelque chose dès demain matin sans vous préoccuper du tout de ce que font les Chinois et les Américains. Donc, l'idée que parce que les autres feraient moins bien que nous, on n'a rien à faire est une idée, à mon avis, dramatiquement fausse. Alors ensuite, est-ce que l'Europe seule peut inverser la courbe mondiale des émissions de gaz à effet de serre? La réponse est non. Est-ce que les États-Unis et l'Europe pourraient le faire ensemble? La réponse est non. Je rappelle au passage que les émissions de CO2 aux États-Unis baissent depuis 2007 et que le président Trump, qui a été élu sur un programme de relance du charbon, n'a absolument pas relancé le charbon. Il a simplement freiné son déclin. Bon, il vaudrait mieux l'accélérer, mais bon. Et donc, si on veut effectivement réduire très fortement les émissions mondiales de gaz à effet de serre, aujourd'hui, la clé est en Asie. Pas uniquement en Chine, la clé est en Asie, hein, parce que tout simplement, le continent asiatique est d'abord de très loin le plus peuplé au monde, et qu'il a une telle masse d'émissions de CO2 aujourd'hui. Hein, la Chine, c'est bien connu, l'Inde, mais aussi l'Indonésie. Donc, la clé est dans ces pays-là, et ces pays-là ne sont pas du tout immobiles, hein, et ils sont tous, peu ou prou, engagés
à la marge encore, mais ça va s'accélérer dans l'investissement dans des sources alternatives bas carbone, puisque si, il y a beaucoup plus de champs photovoltaïques et même de champs éoliens en Inde, par exemple, qu'en Europe. Alors, je ne parle pas de la Chine, où là, 4 ou 5 fois plus. Merci. Ensuite, le capitalisme viral pourra-t-il fonctionner entièrement au vert, sachant l'énergie qu'il demande? Non, le capitalisme viral, évidemment, n'est pas une panacée. C'est une étape de... Moi, je pense que le capitalisme a pris historiquement des formes différentes et que pour faire évoluer la société, il faut comprendre ces formes, si vous voulez. Je pense que ce capitalisme est fondamentalement différent du capitalisme thermo-industriel d'hier, parce que sa matière première, c'est l'information. Donc, il va accélérer sur deux points vraiment majeurs que sont le développement d'énergie, de sources d'énergie bas carbone et l'efficacité énergétique. Et si vous regardez les bourses, vous regardez sur les bourses, vous voyez que Exxon, qui était la première capitalisation boursière pendant plus de 10 ans, a été sortie du Dow Jones et que la semaine dernière, elle a été dépassée par Xtra, je crois, qui est une boîte qui fait du photovoltaïque et d'éolien. Vous voyez Elon Musk, qui est le prototype du capitaliste viral. Il n'investit pas dans le moteur thermique, il investit dans la conduite automatique et le véhicule électrique. Donc moi, je pense que cette logique du capitalisme, elle fait qu'il y a une masse d'investissement, notamment qui va croissante, qui va aller vers des sources nouvelles et de la gestion intelligente de l'énergie. Et il faut prendre ça. Moi, je pense qu'il faut prendre ça, même si on n'est pas favorable au capitalisme. Je pense qu'il a cette capacité incroyable à développer des nouvelles choses. Donc, il faut le prendre. Et bon, moi, par exemple, ça fait 10 ans que je vais chaque année, parce qu'on m'y invite à Couzé, au colloque des énergies renouvelables. Bon, il y a 10 ans, on était un tout petit groupe de marginaux. Aujourd'hui, on voit qu'il est dynamique. Ça, c'est important. Est-ce que ça va être suffisant pour basculer vers un système énergétique décarboné et sortir des... Non, ce n'est pas suffisant parce que le capitalisme viral reste un capitalisme basé sur le consumérisme. Et donc, sa force, c'est incroyable, c'est de faire baisser les prix pour augmenter la demande. Et donc, là, il est incapable de sobriété. Vous voyez, c'est le problème de la 5G. La 5G, ça réduit les besoins en énergie par, je ne sais pas quelle unité, par bit qui circule sur le réseau. Mais c'est l'effet rebond qui va faire accroître les besoins parce qu'on va consommer beaucoup plus encore de vidéos, de Zoom. Oui. Donc là, je pense que la vraie question de la régulation sous l'angle énergétique, c'est comment est-ce que je peux obliger le capitalisme viral à respecter un petit peu les contraintes de sobriété sans lesquelles je ne pourrais pas faire la transition. Ça, c'est sous l'angle énergétique. Comme vous êtes une association de développement durable et que j'ai bien écouté ce que vous avez dit, vous d'abord, et puis après votre directrice, vous l'avez écouté au milieu du reste, sur le volet social du développement durable, le capitalisme numérique n'est pas du tout un capitalisme social. On a voulu faire croire à un moment avec des idées un peu développées par Jeremy Rifkin qu'il y avait des nouveaux communs électroniques. Non, le capitalisme viral est un capitalisme de brisure sociale. D'abord, brisure distance sociale entre ceux qui sont équipés, ceux qui ont accès au réseau et ceux qui n'y ont pas accès. Bon. Et puis, c'est un capitalisme redoutable sous l'angle des inégalités en termes d'actifs. Le capitalisme viral, c'est un capitalisme qui se... Vous voyez bien comment se développent ces boîtes. Zoom, par exemple. Là, comme des milliers, on prend des millions de personnes en ce moment, on converse grâce à Zoom. Zoom, c'était une start-up en Californie il y a moins de 10 ans. Et puis aujourd'hui, c'est une capitalisation boursière qui est supérieure à celle de toutes les compagnies aériennes américaines, plus les hôtels, vous voyez, plus les Hilton, etc. Donc, et ce carburant financier du capitalisme viral, il accroît l'inégalité patrimoniale. Vous voyez, donc, le capitalisme viral, ce n'est pas une panacée, mais c'est une étape nouvelle avec le capitalisme. Et je pense que si on veut viser la transition bas carbone, il faut savoir utiliser intelligemment ce capitalisme par des effets d'aubaine lorsqu'on a besoin d'investissement et évidemment en le régulant avec des politiques publiques
qui doivent être extrêmement ambitieuses et imaginatives et peut-être nous conduire vers une étape supérieure hein, de la société qui sera peut-être plus capitaliste, qui pourrait être basée sur d'autres valeurs que les seules valeurs consuméristes et marchandes qui restent encore l'apanage de ce capitalisme viral. Merci. Et dernière question, que pensez-vous des thèses selon lesquelles la décroissance est la seule voie souhaitable pour mener une transition écologique? Je ne sais pas ce que vous appelez décroissance, mais et je ne sais pas ce que valent comment dire, les propos qui savent à l'avance exactement ce qu'il faut faire. Bon, moi, je dirais deux choses. Par rapport à la croissance, je pense que l'inaction par rapport au risque climatique, de même que l'inaction par rapport au risque de la pandémie, nous mène tout droit vers de la décroissance. Parce que vous voyez bien que moi, j'ai fait mes premiers cours sur le changement climatique en 2004-2005. À l'époque, c'était encore assez largement vu comme un pur problème de développement durable au mauvais sens du terme, ce qui concernait le futur. Bon, les impacts du changement climatique, ils commencent à se durcir. Et si on n'accélère pas l'action contre le changement climatique, y compris l'adaptation aux impacts, on n'aura plus de croissance très rapidement. Donc, moi, le premier point, c'est que la décroissance économique résulte de l'inaction par rapport au changement climatique. Ce point est très important. Deuxième point, je pense que les impacts de la transition écologique et de la transition énergétique sur le rythme de croissance et le rythme d'activité va être très différent suivant les contextes des pays et suivant les contextes des continents. En deux mots, lorsque vous avez une économie qui est basée sur les fossiles, moi je travaille par exemple, j'ai habité 4 ans en Algérie, mais bon, je fais ma thèse d'État sur le déséquilibre agroalimentaire algérien. Avant la COP de Paris, ils m'ont envoyé présenter les enjeux climatiques, vous voyez, à Dubaï et à Abu Dhabi. Donc, j'ai un peu vu le problème. Bon, bien évidemment, il y a de tels coûts de restructuration que la marche vers le changement climatique va faire baisser le niveau d'activité de ces pays. L'un des problèmes hein, que souvent on sous-estime, c'est que les États-Unis sont une très grosse ressource en énergie fossile, un premier. Pour les pays moins avancés, non. Regardez l'Afrique. L'électrification en Afrique est vraiment quelque chose qui ne marche pas du tout, qui ne marchait pas du tout. Et depuis 7-8 ans, il y a un petit mieux. Pourquoi? Grâce au photovoltaïque et à l'alliance du photovoltaïque et de la téléphonie mobile. Donc, vous voyez que dans ces pays moins avancés, la transition énergétique bien construite, au contraire, permet d'accélérer la croissance, si on le fait bien, parce que ça permet de faire des sauts technologiques et de bypasser en grande partie les renouvelables. Et chez nous, ben chez nous, je pense que les effets sont contrastés. Je pourrais le faire, hein, j'ai tout à fait la mécanique intellectuelle pour vous vendre la croissance verte. Je l'ai presque fait dans un ouvrage que j'ai coécrit il y a quelques années avec Pierre-André Joubert qui s'appelle Le Capital vert. Et plus j'y réfléchis, plus je me dis que chez nous, l'impact des transitions, notamment de la transition énergétique, va avoir des effets contradictoires sur le rythme de l'activité. D'un côté, il faut des investissements nouveaux. Il faut des investissements nouveaux. Alors, après, c'est un peu une course à l'échalote. Hein. L'AIE vous donne des dizaines, des centaines de milliards, l'Institut économique pour le monde. Il faut évidemment des investissements pour faire des infrastructures énergétiques, pour faire des choses. Voilà. Mais le vrai problème du changement climatique, ce n'est pas d'investir. Notre système économique, c'est investir. Le capitalisme viral, il sait investir. Il faut aussi désinvestir et désinvestir rapidement pour ne pas se retrouver demain avec une masse considérable d'actifs échoués. Et si on veut éviter ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut reconvertir. Et le coût le plus important, notamment de la transition énergétique, ce n'est pas le coût d'investissement, c'est le coût de désinvestissement et de reconversion. C'est développé plus en détail, donc comme je vois que notre horaire avance et que je sens une certaine inquiétude chez vous, hein, je ne vais pas vous parler trop longtemps, mais c'est développé en détail dans le chapitre 5 de l'ouvrage où j'analyse le Green Deal européen. Et je donnerai juste un exemple concret, parce que les étudiants dans les écoles de commerce, ils ont besoin d'exemples concrets.
et après j'arrête. L'exemple concret, c'est les batteries. Bon, vous voyez bien que si on ne fait rien, on va construire des voitures électriques avec des batteries qu'on va importer de Corée et de Chine et de Japon. Ça, vraiment, c'est aberrant quand on sait que la batterie, c'est quand même plus de la moitié de la valeur ajoutée d'une voiture sortie usine, plus de la moitié. Donc, on fait de grands investissements pour créer des méga-usines de batteries en Europe. Bon, les premiers attirés ont été les Suédois, comme d'habitude. Ils vont sortir leur usine bien avant les autres. Bon, on va suivre, nous, avec PSA et la filiale qui fait des batteries de Total, hein, dans le nord de la France. Bon, je pense que les Allemands seront avant nous avec Volkswagen. Bon, on va donc intégrer les méga-batteries dans. Est-ce que ça fait de la croissance, ça? Attention, s'il s'agit de substituer des véhicules électriques à des véhicules fossiles, il faut plus d'ouvriers pour fabriquer une voiture thermique qu'une voiture électrique. Vous voyez, hein. Donc, le vrai coût, c'est le coût de reconversion et le coût d'accompagnement social. Et ça, ce coût, il est considérable. Donc, moi, je pense que, pour terminer sur ce propos, la croissance, le lien entre l'action climatique et la bascule vers une société bas carbone et le niveau d'activité, il n'est pas univoque, il est complexe. Si on ne fait rien, on va vers de la décroissance subie. Et si on agit de façon climatique, les effets vont être très différents suivant les contextes économiques, le niveau de développement, le niveau de la dépendance aux énergies fossiles et la capacité à reconvertir rapidement des masses considérables de capital qui ne fonctionnent qu'avec de l'énergie fossile vers de l'énergie décarbonée. Merci beaucoup. Alors, merci à vous de m'avoir invité. Je ne peux pas dire que c'était un plaisir de discuter avec vous, puisque je n'ai même pas les questions-réponses directes avec les gens qui les posent, mais en tout cas, j'étais ravi de passer ce moment avec vous, malgré la distance et notre horrible dépendance qui est en train de se créer par rapport au capitalisme viral. Merci beaucoup en tout cas à vous pour votre intervention. Je me permets de faire une petite piqûre de rappel par rapport à votre dernier ouvrage. Faites, oui. en vente actuellement, et je rappelle également que les fonds sont reversés donc à la Croix-Rouge belge. Donc merci Monsieur Depertuis, et merci à vous tous pour votre participation. Je vous rappelle d'ailleurs que la conférence, vous pouvez la retrouver en replay sur le YouTube de TBS, et je vous donne rendez-vous pour les années en présentiel le 1er avril. Merci à tous.